et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon mercredi, un bon jeudi. Et on se retrouve pour survivre à Rayleigh. J'espère que tout va bien parce qu'on va rentrer dans l'horreur ce soir. Alors, avant les vacances, on avait fait une session où on avait atterri sur l'île de Rayleigh. Et bien sûr, on essayait de survivre avec d'autres survivants, puisqu'on s'était échoué sur cette île. Et on a des règles très particulières, et je vous avoue que je ne me rappelle pas de toutes les règles. Donc c'est le livre d'Avance Choose Toulouse, qui est le mix entre un jeu de rôle et le livre dont on est le héros. Et j'avais trouvé ça sympa, même si je vous avoue que je crois que je préfère quand même le livre dont on est le héros, mais on va continuer la suite pour savoir ce qui est le mieux. Donc on y va, on va faire un petit rappel des règles. Donc, on a l'exploration de l'île qu'on peut faire comme on veut, avec une carte. Donc là, ça c'est plutôt bien. On a un campement où on peut déposer des objets. Voilà. Mais dans ce campement, il y a des survivants. Et les survivants, ils peuvent nous accompagner. Et si on décide qu'ils nous accompagnent, à ce moment-là, on peut, à des moments, sacrifier des survivants. Parce que c'est un jeu qui n'est pas collaboratif. Hein. C'est un jeu où on peut être un vrai CONNARD. Ça va énerver certains que j'ai épelé le mot et que je ne l'ai pas dit. Je sais. Mais on peut choisir de survivre en tuant nos compagnons d'infortune. Voilà. Donc c'est un petit peu... allez, je le dis, salaud, voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à se rappeler? On peut ramener des objets. On peut s'aider d'un survivant pour les combats, s'il est avec nous, bien sûr. Et donc, on a des caractéristiques. On a une caractéristique physique, mentale et d'endurance. On a des capacités spécifiques. Donc, nous, notre personnage s'appelle Edward Rochelle. Oui, c'était ça, Edward Rochelle. Et il est parapsychologue. Donc, on peut récupérer de la santé mentale. Quand on gagne de la santé mentale, on en récupère 2 de plus, ce qui peut être très pratique quand même. Donc, on a, pour résoudre des tests, on lance 2 des 6, on additionne leurs valeurs obtenues, et si le résultat est strictement inférieur à la valeur de la caractéristique utilisée, on a réussi le test. Donc, on a une caractéristique physique de 10. Si on est moins de 10, on a réussi. On est bon. Si le résultat est égal ou supérieur, on a échoué. Un double 6 est toujours considéré comme un échec et un double 1 comme une réussite, quels que soient les modificateurs. Et donc, un test de compétence s'effectue toujours en utilisant la caractéristique mentale. Et on a une jauge de santé mentale. Donc, cette santé mentale, elle est à... donc, nous, on est à 69. C'est un bon chiffre. Hein. C'est bien, le 169. Hein. Et, mais au départ, on était à 77.
dans l'aventure précédente, on a perdu un petit peu notre santé mentale. On a rencontré des choses pas très gaies quand même, hein. Voilà. Et donc, on va perdre de la santé lors des combats et des rencontres avec des créatures originaires d'autres plans. Donc, à chaque fois qu'on perd de la santé mentale, on va perdre de la physique. Alors, pas à chaque fois qu'on perd, mais à chaque fois qu'on arrive à un chiffre rond. On va perdre un point dans une caractéristique qui est physique ou mentale. Donc, voilà. Et bien sûr, il ne faut pas tomber à 0. Et on verra pour les combats au moment où on aura un combat. La dernière fois, on s'était retrouvés dans une forêt un petit peu particulière. Cette forêt nous avait amenés à un endroit où on avait découvert une lettre qui est la lettre du père Juarez. Oui, parce qu'on m'a dit que j'avais mal prononcé son nom. Voilà, bon, ok, j'ai pas fait espagnol, hein, je suis navrée. Je suis désolée pour tous ceux qui ont ces origines, je m'en excuse. Hop, j'enlève le petit que je vais vous relire, du coup, pour ce début de live. Ma vie avant l'appel n'a que peu d'importance. J'étais un homme dissolu, bagarreur, ivrogne et j'en ai payé le prix. Est-ce que je le regrette? Apparemment pas assez. Sinon Dieu ne m'aurait pas abandonné. Mais je ne le décevrai plus, je ne lui tournerai pas le dos, même ici, en enfer. Nous sommes arrivés sur l'île en décembre 1916. Fuyant la Grande Guerre avec du sang sur les mains, en quête de rédemption, nous avons accosté à Ponap pour une mission d'évangélisation, dans l'intention d'empêcher les pauvres sauvages d'attraper les vices de l'Occident belligérant. Ils ont été les premiers à nous parler de Chocho, ou pygmées de Lingue, une race de païens qui n'avaient jamais eu de contact avec la civilisation. Nous avons immédiatement compris que notre objectif était de le mener à la vérité du catholicisme. Ils nous ont remis un livre, une liasse de documents immondes appartenant au médecin et anthropologue anglican qui avait consacré sa vie à l'étude de ces sauvages asiatiques, un certain Dr Joe G. Nous avons mis le cap à l'est par 47 degrés 9 de latitude sud et de 126 degrés 43 de longitude ouest et avons navigué sur une mer tumultueuse jusqu'à ce qu'un orage nous engloutisse. Nous avons dérivé pendant des jours. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec 6 autres membres de l'équipage lorsque notre bateau s'est fracassé contre une monstrueuse falaise. Gomez avait disparu du pont, sans doute englouti par la tempête ou par quelque chose de pire. Nous ne sommes pas seuls sur l'île et nous ne sommes pas les premiers imprudents à nous retrouver piégés par notre orgueil. Les païens ont leur propre Dieu et n'ont pas besoin des nôtres. Le pire, c'est que les leurs les écoutent et leur parlent. Le nôtre, en revanche, il doit se cacher, trembler devant l'ineffable grandeur des êtres venus des confins oubliés du temps. Nous aurions dû nous méfier des autres naufragés. Ils ont trop peur et ont perdu la foi. Moi, je préfère mourir que de retourner en enfer. Ce que nous vivons est bien réel, j'en suis maintenant convaincue. Et si Cthulhu existe, alors Satan existe aussi. Et qui sait au fond, peut-être s'agit-il de la même créature. J'ai utilisé la chapelle du bateau pour distiller de l'eau bénite. J'ai récité le rituel romain et je l'ai marqué du signe de la croix. Au bout de 24 heures sur la terre sainte, elle sera bénie. Lorsque les hordes d'adorateurs du dieu pieuvre ont enlevé sœur Carmen pour qu'elle engendre leur progéniture, j'ai compris que personne ne viendrait nous écouter et que la meilleure chose à faire serait de rendre des comptes à Dieu. J'ai donc sacralisé un petit espace au milieu de la plage. C'est là que nous nous constituerons notre ultime îlot de résistance, que nous créerons du talc d'amarante pour les retenir, en mélangeant de l'eau bénite avec un échantillon de substances inconnues et interplanétaires. La nuit dernière, ils ont pénétré dans le bateau et ont profané la chapelle. Bien que j'ai réussi à achever le rituel pour obtenir du tact, nous n'avons
pas pu l'emporter. J'ai envoyé le frère d'Oreste le chercher. Aujourd'hui, il n'est pas revenu non plus. Nous sommes cernés. Ils ne peuvent pas entrer, mais nous ne pouvons pas sortir non plus. 2 frères sont morts de faim et de soif. Au moins, leur sacrifice n'a pas été vain. Je les ai enterrés de mes propres mains. L'endroit est maintenant un cimetière et une terre sacrée. Je n'ai pas cédé aux supplications du frère Mendes, et il n'est pas question que nous mangions les corps. Désormais, il ne reste plus que moi, et j'ai employé mes dernières forces à creuser ma tombe. J'espère qu'il m'en reste assez pour ramper à l'intérieur et reboucher le trou. J'avais pas réalisé la dernière fois qu'il s'était enterré vivant. Le gars, il s'est enterré vivant. Il est mort dans son trou. Ok. Alors, on est mal barré. Du talc, on a la recette du talc d'amarante. Et à mon avis, ça peut nous servir. En mélangeant de l'eau bénite et un échantillon de substances inconnues. Du coup, allons à la suite. Que va-t-il se passer? Allons-nous survivre à tout ça? J'ai un doute quand même sur la survenue de notre survie. Je sais pas vous, mais easy. Ouais, easy. Les créatures semblent incapables de pénétrer dans cet endroit. Cela devrait suffire à vous rassurer, mais vous ne pouvez pas vous arrêter de trembler. Vous vous trouvez dans un cimetière de fortune où 6 tombes ont été creusées. Elles se ressemblent toutes, sauf la dernière. Une fosse sommaire située à l'écart des autres. Si vous souhaitez attendre l'aube, allez au 403. Si au contraire, vous préférez examiner les sépulcres, allez au 175. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on attend l'aube ou est-ce qu'on vérifie les sépulcres? Moi, j'ai bien envie de fouiller un petit peu les sépulcres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allons voir les sépulcres. Parmi les tombes, 4 sont ornées de croix. La 5e ne possède qu'un unique pieu planté dans le sable et la dernière est une fosse inachevée. Après les avoir examinées une à une, vous vous apercevez qu'elles proviennent d'époques différentes, ce qui vous semble très étrange. La plupart d'entre elles couvrent une période allant de 1800 à 1921. Il y a à peine une décennie. La plus intéressante de toutes est celle qui est couverte d'une mince planche de bois. D'apparence très ancienne, elle est sculptée de plusieurs scènes de pêche. Si vous le souhaitez, vous pouvez creuser afin de récupérer la poussière de cadavres de plus de 100 ans, voire d'emporter l'une des croix de bois. Malheureusement, bien des morts ont depuis longtemps été détruits. Puisqu'il semble que les créatures qui vous entourent ne sont pas pressées, vous feriez mieux de songer à prendre une décision. On va récupérer de la poussière de cadavre, écoutez. Si un jour je me t'ai dit que dans ma poche j'aurais de la poussière de cadavre, de 100 ans en plus. C'est une cuvée assez rare, assez chère. 100 ans, voilà. Et une croix en bois. Ok. Donc, soit on s'enfuit, soit on examine la dernière tombe. Bon, je vous dis, on examine la dernière tombe. Que va-t-il se passer? La tombe du père Juarez. Sans que vous ne puissiez l'expliquer, quelque chose vous attire vers la dernière tombe. Elle est peu profonde et plus récente que les autres. La terre qui la recouvre est mal tassée et vous constatez avec horreur qu'on semble avoir déplacé de l'intérieur
Mais ce n'est pas possible. L'idée est trop horrible. Quelqu'un serait-il enterré lui-même? Ben oui, il l'a dit. Une croix constituée de 2 planches attachées par une vieille corde porte un nom griffonné. Père Juarez. Sous cette humble tombe où repose le pauvre père prêtre réduit en poussière. Est-ce qu'on est en possession d'une fiole de liquide transparent? Non. Du coup, on est obligé d'attendre la levée du jour. Mais par contre, on peut récupérer la poussière du père Juarez. On récupère la poussière du père Juarez. Mais par contre, on n'a pas de flacon de liquide transparent et donc du coup, il y a une des options qui n'est pas disponible pour nous. On est obligé d'attendre le matin. Et donc, inquiets, entourés de créatures, nous attendons. Les heures s'écoulent, lentement mais inexorablement, jusqu'à ce que l'épuisement ait raison de vous. Sans explication, un sommeil profond, peuplé de cauchemars, vous envahit. Lorsque vous vous réveillez au crépuscule suivant, la forêt de créatures ailées s'est volatilisée. Ils ont dû regagner leur lieu d'origine, ce qui, loin de vous rassurer, vous emplit dans un soutenable effroi. La simple idée que ces êtres existent et continuent de traquer une humanité qui ne se doute de rien vous terrifie. Soit on peut rentrer au campement, on ne peut plus revenir à la forêt, mais on peut toujours se rendre sur la tombe du père Juarez si jamais on a besoin d'y retourner. On peut le faire au paragraphe 214. Je vais le marquer. On va retourner au campement. Hein. Ça va être mieux. Hein. Ok, on est au campement. Alors, on est revenu au campement. Et il y a une règle quand on revient au campement. Que je vais récupérer. Quand vous êtes au campement, vous pouvez décider d'y rester une journée pour vous reposer. Cela n'est pas obligatoire. Dans ce cas, effectuez un test de survie. Donc on lance 2d6. Si le résultat est strictement inférieur au nombre de survivants restants, il ne se passe rien. Si le résultat est supérieur ou égal à un survivant a disparu pendant la nuit. Par ailleurs, ajoutez le résultat de votre lancer à votre endurance sans pouvoir dépasser votre maximum. Vous pouvez vous reposer plusieurs jours d'affilée en effectuant un test de survie à chaque fois. Notez que moins il y a de survivants, plus de chances qu'ils disparaissent augmentent. Alors soyez très prudents. Mais je sais pas combien. J'ai pas noté combien de survivants on avait. C'est ballot ça. Alors c'était simple, on n'a pas perdu de survivants encore. Donc on a 1, 2, 3 apparemment. La jeune femme ou parler à l'homme. Ok. Mais de toute façon, on n'a pas perdu d'endurance, donc on n'a pas besoin de se reposer en soi. Donc,
nous avons visité la forêt. La forêt n'a pas été très accueillante. Donc, alors, on était parti à la plage. Maintenant, on peut peut-être partir vers les falaises. Je vous remonte la carte. Donc, on avait fait le 16, qui est la plage. Voilà. On est tombé sur la forêt et la tombe. Et donc, on peut aller vers la falaise, au 256. Bah, de toute façon, c'est dangereux, mais pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Hein. À part rester au campement. Le but, c'est quand même qu'on s'en sorte. Alors, encore une fois, il y a des illustrations dans le livre qui sont vraiment très belles. Qui sont quelque chose que je trouve de très agréable. Je cherche le nom de l'illustrateur. Je chercherai dans le livre plus tard. Et on va visiter les falaises. Donc c'est quelque chose qui est dangereux, mais on essaye de survivre. On veut y arriver, on veut sortir de cette île. Après avoir traversé la courte bande qui vous sépare de la falaise, vous remarquez enfin l'étrange disposition de cette île. Le sable de la plage semble être une sorte de silicate cristallin, des grains d'obsidienne lourds et d'une grande brillance, dans lequel vous laissez de profondes empreintes. Les falaises ont créé de curieuses structures géométriques en forme de tuyaux d'orgue, dressés sur tout le pourtour de la baie. Elles encerclent la plage, rendant inaccessible l'intérieur de l'île sans escalader leur hauteur vertigineuse. Dans l'obscurité éternelle et épaisse que vous considérez comme la nuit de Riley, on devine des faibles lueurs au cœur de l'île cadavre. Vous parvenez au pied de la falaise. Incapable de vous en empêcher, vous posez la main sur la surface d'obsidienne. Elle est froide et ses arêtes cristallines sont extrêmement tranchantes, là où la structure heptagonale des colonnes se termine par une surface plane. Se sont accumulées des mares où croupissent des algues en décomposition. À une vingtaine de mètres au-dessus de votre tête, des centaines de piliers se sont effondrés, formant un terrible labyrinthe esquérien, aux angles impossibles et à l'équilibre précaire. Vous pouvez contourner la falaise pour trouver votre chemin plus accessible ou une ouverture menant de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on escalade? Est-ce qu'on avance vers l'ouest? Ou est-ce qu'on rebrousse chemin vers l'est et chercher une zone plus praticable? Qu'est-ce qu'on décide de faire? On peut tenter vers l'ouest? Ok, ouais, parce qu'escalader, je le sens pas du tout. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors, allons vers l'ouest. Donc on se retrouve au bas de cette falaise d'obsidienne. Et on va vers l'ouest. À quelques pas de là, vous repérez une série d'empreintes dans le sable.
Vous jetez un regard alentour pour voir si elles appartiennent à l'un de vos compagnons d'infortune. Mais cette partie reculée du campement est absolument déserte. Vous identifiez 2 séries d'empreintes, comme si 2 personnes avaient marché de front. Elles se poursuivent en ligne droite, parallèle à la paroi, jusqu'à l'extrémité ouest de la baie. Là, elles s'interrompent, aussi mystérieusement qu'elles sont apparues. Dans cette zone, les falaises encerclent la plage tel un rempart si haut qu'on ne distingue même plus le ciel. Manifestement, ceux qui ont laissé ces empreintes ont dû escalader la paroi abrupte, à moins qu'ils ne soient tout simplement volatilisés. On a le choix entre inspecter les environs, rebrousser chemin, se diriger vers le campement, ou bien examiner les traces de pas. On examine les traces de pas. Ouais, je le sens bien aussi. Alors, à quoi vont ressembler ces traces de pas? Peut-être que c'est pas des traces de pas d'humains. Hein. Peut-être que ce sont des traces d'autre chose. Parce que je pense pas que nos compagnons d'infortune soient partis vadrouiller. Vous examinez attentivement les empreintes de pas. Il y en a exactement 300. Il s'est amusé à les compter. Et elles ne sont pas aussi fraîches qu'elles le paraissent à première vue. Parce qu'il y a marqué exactement 300. Donc c'est vraiment, il les a comptés, quoi. Leurs contours sont arrondis et le fond porte des traces de sable sec, sans doute poussées par le vent. Ce qui vous frappe également, c'est la taille gigantesque de l'une des paires. C'est au moins une taille 48. Putain, il est expert en pieds, quoi. Alors, moi, j'aurais juste vu que c'était des grands pieds. Parce que je ne pourrais pas te dire que c'est quelle taille c'est. Déjà, j'ai du mal à évaluer ma taille de pied quand je fais des traces dans le sol. Mais une taille 48... Oui, il a compté pour garder sa santé mentale. Oui, c'est ça. Il a compté les traces de pas. Je sais pas. 24 cm, je sais pas à quoi correspond la taille 48. À côté, les empreintes de taille normale, parallèles ou plus grandes, comportent une autre particularité. Elles présentent une dépression plus importante à la pointe du pied qu'au niveau du talon, et sont nettement plus profondes que les premières. Donc peut-être qu'il est plus lourd. Il est plus petit, mais plus lourd. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'à un point, au milieu de ce sentier, cette dernière caractéristique s'inverse. Donc ça veut dire qu'elles deviennent plus légères et les autres deviennent plus lourdes. Ils avaient peut-être du poids sur le dos et ils l'ont transvasé sur l'autre. Ce qui est possible. Donc, on peut ignorer cette curieuse piste et choisir une autre option. Si on possède la compétence investigation, mais on ne la possède pas, donc on n'est pas bon. Et si vous pensez pouvoir résoudre le mystère des traces de pas, on peut aussi penser pouvoir résoudre le mystère des traces des pas. Donc, soit on ignore cette curieuse piste, soit on peut résoudre la trace des pas. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai bien envie de résoudre le mystère des traces des pas. Je suis d'accord avec toi, Mélianor. C'est pas tous les jours... Hop. Résolvez le mystère des 300 pas. Si vous pensez que les empreintes se dirigent vers l'extrémité de la plage, comme l'indique leur sens de déplacement, allez explorer l'éperon rocheux. Si vous semble plutôt que quelqu'un est venu depuis la falaise en marchant à reculons de manière à brouiller les pistes, donc on va à un autre paragraphe. Et si vous êtes convaincu qu'il ne s'est rien passé de tel et qu'il existe une autre solution à l'énigme des 300 pas,
fiez-vous à votre instinct. Hein? La troisième solution n'a pas de numéro. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire de se fier à notre instinct. On n'est pas mort, hein, encore. On n'est pas mort encore. On n'est pas mort. On peut aller vers l'éperon rocheux, où on pense que c'est une fausse piste qui quelqu'un a brouiller les pistes. Ou alors on suit notre instinct, mais bon, ça, je ne sais pas comment on fait pour suivre notre instinct. C'était pas dans les règles. Je prends une page au hasard. On prend une page au hasard, c'est ça. Voilà. Bon, du coup, moi je vous dirais, on irait vers l'éperon rocheux. Let's go, let's go, let's go. On va vers l'éperon rocheux. Vous voilà à l'endroit où la falaise décrit un arc qui délimite le pourtour de la baie et où l'éperon s'enfonce dans la mer. Ici, la puanteur est presque insoutenable, car l'air y circule difficilement. Vous êtes assailli par un mélange d'odeurs, de chair en putréfaction, d'eau stagnante et un arôme caoutchouteux qui vous rappelle celle du vivarium pour reptiles. Alors que vous vous couvrez le visage pour vous protéger de ce parfum insoutenable, vous croyez discerner dans le sable une série de marques presque effacées qui, à en juger par leur disposition, ressemblent à des empreintes de pas. Elles sont trop floues pour que l'on puisse identifier à qui ou à quoi elles appartiennent et depuis combien de temps elles sont là. Vous les suivez distraitement jusqu'à apercevoir un voilier échoué coincé au bas de la falaise. Donc on arrive à un voilier échoué. En un rien de temps, la marée est montée et de profonds baïnes ont recouvert la plage. Les traversées pourraient s'avérer dangereux. Est-ce qu'on s'approche de l'épave ou est-ce qu'on s'intéresse pas et on fait demi-tour avant que les eaux n'envahissent la baie pour de bon? Hello Fanon! Nous sommes en train de faire survivre à Riley. Si on a le temps, je sais pas. En tout cas, l'eau monte. Mais il n'y a pas marqué dans le livre, vous avez 5 minutes. Voilà, il n'y a pas le temps. Donc, ils mettent juste que les traversées pourraient s'avérer dangereux. Donc, on va au 459. Le voilier échoué. Malgré la pénombre particulière qui règne sur Riley et la hauteur de l'affleurement rocheux, vous remarquez qu'à cet endroit, l'eau de mer a une teinte étrange et une consistance pâteuse. Une main plaquée sur le visage pour supporter l'odeur, vous atteignez le voilier échoué. C'est certainement dans cette direction qui se dirigeaient les empreintes que la marée montante a dû effacer. Un doute vous assaille alors. Et si cette personne se trouvait encore à bord? Après tout, la piste venait par ici, non? Qu'allez-vous faire? Voulez-vous inspecter l'embarcation ou préférez-vous faire un profil bas en attendant de voir ce qui va se passer, même si la marée continue de monter? Si vous souhaitez fouiller le bateau, allez au paragraphe 444. Si vous préférez vous cacher, dites-le moi. On y va. Fano, j'espère que tu as passé une bonne semaine en attendant ce choix cornélien. Est-ce qu'on fouille le bateau ou est-ce qu'on va se cacher pour surveiller ce qui va se passer?
fouiller donnerait du loot, mais c'est dangereux. Oui, je suis d'accord avec toi. Fouiller donnerait du loot, mais ça, c'est prendre le risque. C'est prendre le risque d'avoir un combat ou quelque chose comme ça. Alors, Fanon, l'histoire elle est simple. On a échoué sur l'île de Riley et on est en train d'explorer l'île pour essayer de s'échapper de cette île. Alors, bien sûr, notre personnage ne sait pas sur quel type d'île il est, parce que nous, on le sait, on est conscient de ce que c'est comme île. Voilà, parce qu'on connaît. Mais lui, il n'est pas conscient. Alors, notre personnage s'appelle Édouard Rochelle. On l'a appelé comme ça parce qu'on l'a créé à la dernière session. Et donc, lui, il n'est pas conscient. Donc, lui, il essaye juste de survivre. Et il y a un camp avec des survivants. Et ils essayent de trouver un moyen de quitter cette île. Sauf que, bien sûr, ils tombent souvent sur des choses qui ne sont pas très cool. Donc, on a perdu de la santé mentale depuis le début. Voilà. Et donc, en fait, le but, c'est d'explorer l'île pour trouver un moyen de se sortir de là. Donc, notre personnage, il est complètement dans un côté où il ne sait pas du tout sur quoi il peut tomber. Voilà. Et lui, il ne sait pas du tout ce qu'il y a sur cette île, ce qui peut être sur cette île. Donc, il faut vraiment se mettre dans cette vision-là, où lui, tout ce qu'il essaye de trouver, enfin, tout ce qu'il a envie, c'est de s'échapper de l'île. Donc, il veut trouver des choses pour s'échapper de l'île. Donc forcément, s'il voit un bateau, je pense que la première chose qu'on a envie, c'est d'aller dedans pour voir si on peut en faire quelque chose. Donc on va fouiller. On va fouiller. Il s'agit d'un petit voilier datant du milieu du siècle dernier. Il n'a pas l'allure d'un bateau de pêche. On dirait plutôt le yacht de plaisance de personnes fortunées. Les pauvres. Vous montez à bord par un côté. Il est en très bon état, si ce n'est que son mât unique est complètement réduit en miettes, comme si quelqu'un l'avait brisé à coups de hache pour rendre l'embarcation inutilisable. Ça, c'est ballot ça. Les vagues commencent à frapper fortement la coque, si bien que vous devez vous accrocher au bastingage pour avancer. Est-ce qu'on examine le pont en détail ou on préfère descendre dans la cabine? Ouais, moi je dirais on commence par le pont. Hein. Cool Raoul. Hein. Enfin, je sais pas, on va peut-être pas se mettre dans la cabine tout de suite. Enfin, moi ça me fait flipper là. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, Fano, le pont, les voiles, je suis d'accord. Et pour l'état de fonctionnement, déjà, il manque un... Le pont de l'embarcation n'est pas très large et vous le parcourez rapidement. Il ne semble rester aucun objet de valeur. Vous pouvez envisager de piller quelques pièces mécaniques du gouvernail avant que la force de la marée ne vienne trop dangereuse. Mais dans ce cas, vous ne pourrez plus faire d'autre ni retourner à l'emplacement du voilier échoué. Ah! Parce que j'ai déjà marqué les pièces mécaniques, mais je n'avais pas lu la suite. Donc en fait, le dilemme, c'est que si on prend les pièces mécaniques, on ne peut pas fouiller la cabine. Mais je suppose que si on fouille la cabine, on ne peut plus prendre les pièces mécaniques. Donc... qu'est-ce qu'on va choisir? C'est un peu difficile, parce que là, on est sûr d'avoir des pièces mécaniques qui peuvent sûrement peut-être nous servir pour construire quelque chose. Mais si on va dans la cabine, on peut peut-être trouver autre chose. Tu vas manger des pâtes avec des légumes. C'est bon, ça. Oh, ça, c'est bon, Fan. Ça, c'est bon. Donc, voilà.
tu n'es pas un grand cuistot. Il n'y a pas besoin d'être un grand cuistot. Des fois, on peut faire des plats simples qui sont très bons. Voilà, c'est très bien. Voilà. Pour tout te dire, moi, ça sera du fast-food ce soir, puisque Uber Eats est mon meilleur ami pour les lives. Voilà. Donc, du coup, on n'a toujours pas décidé. Toi, Maïlianor, tu penses qu'il y a une arme à 100% dans la cabine? Ah, je sais pas, moi. Je sais pas. J'hésite. On va dans la cabine? On fait les curieux jusqu'au bout? Allez, on fait les curieux jusqu'au bout. Ah, Fano est d'accord avec Maïlianor. Je m'incline, je m'incline, je m'incline. Dès que vous entrez dans la cabine, un craquement sonore vous avertit que la stabilité du voilier est très précaire. Le moindre mouvement risque de le faire chavirer. D'un coup rapide d'œil, vous comprenez qu'il est arrivé une terrible catastrophe. Bien que cette pièce au plafond bas soit relativement sombre, vous distinguez sur le mur des éclaboussures qui ressemblent à du sang. Votre attention se porte aussitôt sur un tas de vêtements ensanglantés eux aussi, en plein milieu de la cabine. Voulez-vous examiner ces habits ou fouiller le reste de la pièce à la recherche de quelque chose d'utile? Ok, je me sens pas très bien là. Je vous avoue que cet amas d'habits ensanglantés me fait un petit peu peur. Maïlianor, tu veux regarder les fringues? Tu veux pas fouiller d'abord, voir s'il n'y a pas autre chose autour? Je le sens pas trop, cet amas d'habits. J'en ai la voix qui bégaye. J'en ai la voix qui bégaye. J'ai la voix qui bégaye. Ah, Fano est d'accord avec moi. Fano est d'accord avec moi qu'il faut fouiller avant pour savoir... Oui, mais si c'est un monstre, Maïlianor, peut-être essayer de trouver l'arme avant d'affronter le monstre. Non? Je sais pas, ça me paraît plus logique. Après, si le monstre se trouve ailleurs, oui, peut-être que l'arme était sur le cadavre. C'est dur, mais en plus, vous m'aidez pas, là. Vous donnez deux choses différentes. Il faut que je vous partage. Allez, je vous partage. Moi, je fouille la pièce. Je partage, oui. Et il fallait bien que je prenne une décision. Parce que vous l'entendez pas, mais il y en a un qui râle à côté de moi. Ce n'est qu'au moment de faire le premier pas que vous prenez conscience que le voilier tout entier penche dangereusement à tribord. Au moment de l'impact, la roche de l'éperon a sans doute percé la coque et l'eau a pénétré dans les compartiments étanches. Le mobilier qui est fixé au sol par les boulons est brisé comme si l'épave avait été saccagée à plusieurs reprises. Les taches sur les murs sont les vestiges d'une lutte acharnée. Enfin, à proximité de la proue, vous remarquez qu'on a gravé quelque chose dans le bois à l'aide d'un objet pointu. Il faut s'approcher pour lire le message, dont vous ne saurez dire s'il est en français ou en espagnol. No pas sacersa. Oui, tout à fait. Vous prononcez les mots à voix haute, mais on le sait qu'il ne faut jamais prononcer les trucs à voix haute. Jamais. Jamais? Jamais. Non. Non. Pourquoi il le fait? Hein? Pourquoi? On le sait tous qu'il ne faut jamais prononcer des choses. Et donc, désolée, je mets du temps à tourner les pages. Le mur de la cabine s'écroule dans une explosion de bois vermoulu. À torrent, l'eau commence à pénétrer dans l'embarcation, ce qui la déséquilibre complètement et finit par la décrocher de la falaise. L'eau qui entre à gros bouillon arrache les meubles et emporte tout sur son passage. Vous n'avez pas le temps de vous tourner les talons et de vous échapper. Sur le point de sortir de la cabine, vous vous élancez à la nage
vers la plage. Vous apercevez une hache d'incendie plantée dans le sol, mise à nu par la violence des flots. Que faire? Prenez-vous la hache au risque qu'elle vous entraîne au fond de la mer avec l'embarcation, ou préférez-vous abandonner le bateau pour rentrer au campement? Ah, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Le bateau, ça nous permettre d'avoir un petit bateau. Alors, le bateau... Non, là, le bateau, il est en train de couler. Donc, on a soit le temps de récupérer la hache et on va au risque qu'elle nous entraîne au fond de la mer, ou on abandonne le bateau. Ah, Pardon si je me suis mal exprimée. Hop. Non, c'est moi qui ai du mal à m'exprimer, Fanou. La hache, il nous faut la hache pour Mélianor. Est-ce qu'on est bon nageur? Je ne sais pas si Edouard est bon nageur. Il a quand même pas mal de physique. Donc ça, pour ça, c'est pas mal. Mais je pense que d'avoir une arme, ça peut être bien pour la suite. Donc on va essayer la hache. la hache. Effectuez un test de caractéristiques physiques. Si vous réussissez, vous pouvez retirer la hache du sol et la noter dans votre inventaire. Elle fonctionne comme une arme. Quoi qu'il en soit. Ok. On va commencer par la test de caractéristiques physiques. Hop. Prenons les dés. Lançons 2d6 et il faut faire moins de 10. Notre caractéristique physique est à 10. Donc on doit faire moins de 10. Attention, c'est parti. Wow, large. On a fait 5. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc on récupère la hache. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et oui, Mélianor, tu avais raison, il y avait une arme dans la cabine. Mais du coup, on ne saura pas qu'est-ce qu'il y avait dans ces habits ensanglantés là. Birk. Quoi qu'il en soit, vous parvenez à vous échapper de la cabine et constatez que le bateau s'est libéré de sa prison et qu'il est désormais emporté par un courant marin vers le récif qui se profile au loin. Une minute? Un courant marin? Impossible! C'est la proue qui est orientée vers les rochers, or, auparavant, elle était profondément encastrée dans la direction opposée. Souhaitez-vous sauter à l'eau pour regagner le rivage à la nage? À moins que vous préfériez courir vers l'avant pour voir ce qui se passe. Donc on est toujours sur le bateau, si j'ai bien tout compris. Sauf que le bateau n'est pas dans le bon sens. Et donc, soit on saute et on va à la nage au rivage, soit on va vers l'avant pour voir ce qui se passe. Okay. Et pendant que vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, je dois vous abandonner pour 2 secondes.
Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Mélianor, il veut voir à l'avance ce qui se passe. Allons à l'avant voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'on n'est pas tout seul. Ok, Fanon, merci d'être là déjà. Vous traversez le pont en vous accrochant comme si vous étiez au milieu d'une tempête. Le bateau est incliné à peu près à 45 degrés et sa proue est entièrement immergée dans la mer. Les vagues bordées d'écume s'écrasent comme le plancher glissant du pont, vous obligeant à vous agripper au premier garde-corps. Bien que l'embarcation semble couler, elle continue d'avancer. Il ne peut y avoir qu'une seule explication à ce phénomène, mais elle est trop épouvantable pour être envisagée. Quelque chose tracte le voilier. Soudain, comme si la force de vos déductions l'avait rendu réel, un ululement ictien résonne sous la surface. Il n'a rien à voir avec le chant mélancolique d'une baleine ou les cris cocasses d'un dauphin. C'est un son qui vous est complètement étranger, inexplicable. Je vous avais dit, on n'est pas tout seul. En même temps, peut-être que si on avait sauté à l'eau, on serait retrouvé face à eux. Hein. Peut-être qu'on est mieux sur notre eau. Sur notre bateau, pardon. Soudain, l'embarcation s'élance vers l'avant et vous êtes projeté dans les airs avec elle. Vous vous accrochez de toutes vos forces au passagage, les pieds suspendus au-dessus de l'océan. Heureusement, il semble que le voilier ne va pas se retourner complètement. En effet, lorsqu'il atteint une inclinaison de près de 90 degrés, son basculement s'interrompt. Les vagues s'arrêtent, le vent glacial cesse de souffler. Il ne reste plus que la mer noire, le ciel sans étoiles et une immense fosse dans laquelle l'océan s'engouffre. Sauf que ce n'est pas une fosse. C'est une gueule immense, hérissée de dents, qui fonce sur vous depuis les profondeurs. Et c'est un combat qui nous attend. Être des profondeurs, force 9, endurance 16, san -3. Donc, on va revoir les règles de combat parce que c'est notre premier combat et que, du coup, je ne m'en rappelle pas. Donc, vous devrez affronter les adorateurs de Cthulhu, mais aussi des créatures mythiques. À tout moment, on peut faire un combat, mais on pourrait sacrifier un survivant. Sauf qu'on n'a pas pris de survivant avec nous, donc on ne peut pas sacrifier un survivant. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de fuir, un combat se déroule en suivant les étapes ci-dessous. Notez les caractéristiques de votre ennemi dans la section « Rencontre du passeport d'aventurier ». Diminuez votre SAN si nécessaire de la valeur indiquée dans le profil de votre adversaire. Donc on fait un -3 déjà. 1, 2, 3. On a 66 de santé mentale. C'était moins bien que le 69. Oui, on est d'accord, c'est moins bien que le 69. Lancez 2 D6 et ajoutez votre caractéristique physique. C'est votre force d'attaque. Lancez 2 D6 et ajoutez la force de votre ennemi. C'est sa force d'attaque. Si votre force d'attaque est supérieure à la sienne, passez à l'étape 5. Si elle est inférieure, passez à l'étape 6. Si elle est égale, passez directement à l'étape 8. Ok. Donc c'est parti. Et donc, si on... Ah oui, c'était les combats, c'était hyper injuste, je trouvais, parce que si on est blessé, on perd 2 points d'endurance. Mais par contre, si on les blesse, je crois que si vous blessez votre adversaire, il perd 1 point d'endurance. Par contre, on peut utiliser des armes pour augmenter nos dégâts. Et les armes...
on leur fait perdre 1 point d'endurance en plus. Donc, en fait, on est à égalité. On est 2 points, 2 points. Donc, on est parti pour le combat. Qui va gagner? Nous ne le savons pas. Il a 16 d'endurance. Et nous en avons 18. Il a une force à 9. Nous avons une force à 10. Nous sommes avantagés. Mais nous avons perdu un peu de santé mentale. Nous ne nous sentons pas très bien. Allons-nous réussir? Donc, c'est nous qui attaquons en premier. On va lancer la première attaque. Et nous allons... Merci, Oncle Tom, pour ton follow. Et lors de cette première attaque, nous sommes surpris, mais nous arrivons quand même à attaquer et à blesser notre être immonde qui est devant nous. Nous ne savons pas trop contre quoi nous nous battons. Nous sommes perturbés. Et donc du coup, au niveau de la deuxième attaque, on se fait happer par cette chose immonde qui nous arrive dessus. Nous ne savons même pas comment elle nous attaque. Nous n'arrivons même pas à voir comment ça se passe. Et les attaques continuent. Et nous continuons à subir des dégâts. On essaye de résister, on y arrive difficilement. On y arrive difficilement. Et on voit nos points diminuer. On voit notre espérance de vie diminuer. On a peur. On ne sait pas comment ça va se finir. Aucune de nos attaques passe, à part la première. Comment on va faire? Heureusement, on fait un grand cri. Et on arrive avec notre hache devant cette être immonde, globuleux. Et on arrive à lui faire une blessure. On espère y arriver. Mais on échoue lamentablement. On glisse sur le pont. Et on se blesse. Mais on se relève. On y va. On a notre hache à la main. Et on fait tout pour se battre. On arrive à lui enseigner un coup. Le combat est rude. C'est compliqué. On est tous les deux à 10 points d'endurance. Et on est motivé par l'avoir touché. On arrive à le reblesser. Et on croise les doigts pour que chaque attaque passe. On commence à s'habituer à la hache. Et on arrive à lui assonner un énième coup.
malgré notre peur, malgré le fait qu'on tremble, qu'on ne sache pas ce qui se passe, on est là avec notre hache, on relance notre hache sur cet être immonde des profondeurs, globuleux, qui pue, mais vraiment une odeur infecte, qui nous prend à la gorge et qui presque nous déstabilise. Et l'être des profondeurs se retrouve du coup en avantage face à notre dépit et nous reblesse. Mais on y croit, on est toujours là. On relance un coup de hache et on arrive à le blesser. On voit qu'il commence à tituber, qu'il est mal en point. On y croit. Mais il arrive à parer notre coup. On commence à être essoufflé. On a peur pour notre vie. Il arrive à nous donner un coup. On a les yeux qui commencent à être ensanglantés par le sang qui coule de notre front. On y voit moins bien. C'est compliqué. Mais on y va avec toute notre rage. On arrive à lui asséner un autre coup. On y croit, on est désespéré. C'est le désespoir qui nous anime. Et on arrive à le vaincre. On est ensanglanté. On est blessé. On a une blessure grave. Mais on arrive à le vaincre. Et on souffle. Le corps mutilé de l'être sombre lentement, entraînant avec lui l'épave du bateau. Désormais, vous ne pouvez plus visiter le lieu du voilier enchoué. Cependant, vous éprouvez un tel sentiment de triomphe que vous gagnez 1 des 6 points de santé mentale. Ça, c'est bien, ça. On va espérer que les dés soient avec nous. Attention, on va lancer. 4 points de santé mentale. Bon, on en avait perdu beaucoup plus, mais c'est toujours ça de gagner. On revient à 70. Je vous rappelle que notre max est 77. Okay. Par contre, on est un peu mal en point. Je vous dis, il est un petit peu mal là. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'était cette monstruosité constituée de chair agglomérée, de tentacules et de dents. Toutefois, une chose est sûre, elle ne venait pas de notre réalité. Alors que l'embarcation disparaît sous les vagues, la noirceur de l'abîme tapis vos pieds se retire peu à peu. Des profondeurs jaillissent alors une lueur dorée. Souhaitez-vous plonger pour découvrir ce que c'est ? À moins que vous ne préfériez nager jusqu'à la plage et vous empresser de choisir une nouvelle destination. Donc, on a une lueur dorée sous les pieds. On est dans l'eau et on a une lueur dorée sous les pieds. Est-ce qu'on décide de plonger pour voir ce que c'est ? Ou est-ce qu'on choisit une nouvelle destination ? Ça sent un peu la lumière, vous savez, les lumières qu'on met, comme les lumières pour les papillons de nuit, là, hein, qui va les brûler.
Parce qu'on est quand même mal en point. Je vous dis, il nous reste 6 points d'endurance. On a vaincu, autant aller voir, il y a peut-être un feu de camp. Alors, c'est pas... Alors, c'est dans l'eau, hein. Des profondeurs jaillit alors une lueur dorée. Souhaitez-vous plonger pour découvrir ce que c'est? On est dans l'eau, là. On est dans l'eau. De l'or. Mélianor, il dit de l'or. Ok. On plonge. On plonge. Malgré la douleur et vos plaies ouvertes, la curiosité l'emporte sur la peur de connaître une mort atroce. Vous plongez vers les éclats lumineux qui scintillent dans les profondeurs. Il est toujours saisissant de constater combien le son est étouffé sous l'eau. Mais lorsqu'il s'accompagne d'une lueur contre nature, la sensation est tout bonnement indescriptible. Vous avez dû descendre de 20 à 30 mètres. Votre rythme cardiaque frôle la bradycardie. Votre organisme diminue l'apport d'oxygène aux organes secondaires afin que seuls les poumons, le cœur et le cerveau continuent de fonctionner. Et ce manque d'oxygène explique certainement ce que vous voyez. Des centaines de créatures, mi-hommes, mi-poissons, forment un interminable cortège sous-marin. Mais il ne s'agit pas là des séduisantes sirènes des contes de fées. Non, ce sont des monstres bouffis, des batraciens aux yeux goubluleux, aux mains et aux pieds palmés, qui contemplent de leurs yeux laiteux la mort de l'immense créature cauchemardesque. Ils ont des mains chargées d'offrandes, d'or par kilo, qu'ils déposent autour du cadavre du monstre. Puisqu'ils ne vous ont pas encore vu, vous pouvez vous emparer de ce que vous pouvez sans risquer de vous alourdir. Notez dans votre inventaire que vous disposez maintenant d'un trésor des profonds. Vous regagnez la plage et partez sans délai, nettement plus riche qu'à votre arrivée. Oh oh! On a le trésor des profonds. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Donc on retourne sur la plage. Donc on a gagné une hache et un trésor. C'est plutôt pas mal, hein, moi je dis. Moi je dis on est pas mal. Nous sommes à la croisée des chemins. Fourbu, vous vous asseyez pour vous reposer sur le sable noir. Dans le ciel, d'étranges aurores occultent des constellations inconnues. Vos forces retrouvées, vous vous remettez en route. On peut inspecter la plage en longeant le rivage. On peut préférer progresser en son centre parallèlement à la côte ou aller vers les falaises abruptes. Qu'on a fait. Les falaises, on les a faites. Il me semble que dans le centre, on l'avait fait aussi. C'était là où on avait rencontré la forêt. Je vérifie juste. Je vais pas changer. On rentre au camp pour se reposer un petit peu. On peut rentrer au camp pour se reposer et revenir à la croisée des chemins. On peut. 25. On est au camp. Maintenant, il va falloir qu'on lance des dés pour pouvoir récupérer. Mais j'ai un souci.
c'est que je ne sais pas combien il y a de survivants sur cette île. Parce que tout dépend, le repos, tout dépend du nombre de survivants. Et ça m'embête. Ça m'embête parce qu'il n'y a aucun endroit où c'est marqué explicitement avec combien de survivants on commence. Parce que là, on peut parler aux autres survivants. C'est page 280. Et il y a un homme et une femme qui parlent. On peut parler aux deux, mais il n'y a pas marqué le nombre de survivants. Ah, il faut savoir tout simplement peut-être le nombre de personnes qu'on était dans ce foutu avion, en fait. Si je me peux mettre un petit bémol sur cette histoire, c'est que du coup, c'est pas explicité le nombre exact de survivants. Donc, du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, il va falloir que je regarde combien on était dans cet avion. Et sinon, on va faire un chiffre arbitraire. J'ai dû peut-être louper quelque chose. Mais c'est pas grave. Donc on va se reposer. Donc il faut qu'on fasse moins que le nombre de survivants. Et ça nous permettrait de gagner des points d'endurance. Parce que si on fait moins, un survivant disparaît. Allez, on lance le dé. 2d6. Bon, on a fait 2. On s'est reposé une journée, on a fait 2. On a regagne 2 points. On remonte à 8. 8 sur 18, c'est pas énorme. Et on perd pas de survivants. Ah! Hop. On peut relancer les dés pour se reposer encore un jour de plus. Je pense que c'est quelque chose de bien. On y va, on relance. Ah là, je pense qu'on va perdre un survivant. Mais par contre, on regagne 10 points. Donc on est au max. On est plutôt bien. Que décidons-nous de faire? On repart à la croisée des chemins où on était. On a perdu un survivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On longe le rivage ou on préfère progresser en son centre?
parallèlement à la côte. On essaye de longer le rivage. Hello, mademoiselle Aïtis. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en train de faire survivre à Riley. Notre personnage est perdu sur une île. Alors bien sûr, lui, il ne sait pas que c'est l'île de Riley. Et du coup, il essaye avec 8 survivants. Il essaye de trouver un moyen de partir de cette île. Voilà. Voilà où on en est, mademoiselle Aïtis. Et donc là, on est sur une plage et on inspecte la plage en longeant le rivage. L'eau de mer empeste. Vous suivez l'odeur de poissons pourris qui émane du fond de l'océan, comme s'il s'agissait d'une bouche d'égout ouverte. Lorsque vous gagnez le rivage, une légère brume s'élève en fines volutes à la surface de l'eau. Elle doit être glacée. De minuscules vagues viennent mourir sur le sable cristallisé sans soulever d'écume. La mer est sombre, mais pas trouble, et ne semble s'abriter aucune espèce vivante. Au loin, là où le brouillard se fait aussi épais qu'un mur, on distingue la silhouette d'un immense récif qui émerge des profondeurs de l'océan dans toutes les directions. Et on va avancer le long du rivage. Au fur et à mesure que vous avancez sur le sable qui crisse sous vos pieds, vous imprégnez de l'atmosphère inquiétante de l'île. Dans l'air pestilentiel flottent des relents vaseux presque ophidiens qui vous mettent mal à l'aise. De votre bouche s'échappent des volutes de buée. Cependant, vous ne sentez pas le froid mordant qui devrait provoquer une telle vapeur. De plus, en plus dense, une nappe de brouillard en provenance du large s'approche du rivage. En l'observant plus attentivement, vous croyez y distinguer une masse sombre. Souhaitez-vous continuer de longer la côte ? Ou essayez-vous de faire quelques pas dans l'eau dans l'espoir d'identifier cette silhouette indéfinissable ? On vient de se battre contre un profond. On va peut-être pas recommencer. Donc soit on continue de longer la côte, soit on va voir la silhouette indéfinissable. Non, mademoiselle Aïtis, on rentre pas dans l'eau ? Oui, moi ça va bien. Merci, je suis contente de faire ce livre. J'ai très hâte de savoir la suite de l'histoire. Ah, vous n'êtes pas d'accord sur le chat. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Comment on va vous départager ? Je sais pas. J'avoue que les deux, je suis très curieuse de nature, surtout quand c'est pas moi qui vis réellement les histoires. Mais on vient de se battre contre des profonds. Et en même temps... Ah, Fano a répondu. Fano vous a départagé. La silhouette. Mais non, on va pas mourir. Alors, je vous avoue que j'ai l'impression que le livre est quand même... comment dire ? Pousse un petit peu à la curiosité. Enfin, n'est pas méchant avec ceux qui sont curieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sanction derrière la curiosité. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai bugué parce que moi, je viens de voir ce qu'il y a. Je viens de voir ce qu'il y a, donc je vais vous le lire. Et je vous aimais, je vous aimais jusque-là. Voilà. Vous faites face à la mer, vous n'avez même pas le temps de mettre un pied dans l'eau.
À la nage, des silhouettes sombres s'approchent depuis le récif. Soudain, elles surgissent des vagues et la terreur vous envahit. Ce sont 2 créatures, mi-homme, mi-poisson, colossales, boursouflées, couvertes d'écailles, de bernacles et d'algues. Leur bouche est énorme, hérissée de dents tranchantes, et leurs yeux vaguement humains sortent de leur orbite. L'un de ces êtres tient un trident rouillé à la main et l'agite vers vous en babillant avec ses lèvres charnues. Ils vous attaquent tous les 2 en même temps. Et là, je vous montre l'illustration qui va avec, qui est très 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 jolie. Donc voilà. Et donc on combat 2 créatures. Donc les règles sont différentes. Le combat à 2 est différent. Enfin à 3 du coup. Donc laissez-moi re-regarder les règles. Un combat contre plusieurs adversaires est similaire à un combat normal, excepté qu'ils vous attaquent tous en même temps. Mais vous ne pouvez riposter que contre un seul. Oui, c'est ça. On lance les dés pour un. Il n'y a qu'un seul qu'on peut toucher sur les 2. Donc on lance les dés pour les 2, donc les rounds, et il n'y a qu'un seul qui peut être touché, par contre, par round. Donc, je vous dis, ils ont une petite endurance, mais ils sont 2. Je vous cache pas, hein, je pourrais vous faire imaginer qu'ils ont l'air frêles, que malgré le fait qu'ils soient globuleux, suintants, visqueux, on a l'impression que ce sont des frêles créatures qu'on pourrait battre plus facilement, mais comme ils sont 2, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'on va y arriver? On a une hache avec nous. On aurait pu emporter un survivant avec nous, parce qu'à chaque fois, j'oublie la règle. Hein. Mais si on emporte un survivant avec nous, on peut le sacrifier pour fuir. On peut tuer des gens dans ce livre. Oui, littéralement. Voilà. On peut devenir méchant. Mais jusque-là, on n'a pas été méchant. Enfin, on a quand même perdu un survivant dans l'histoire, mais bon, c'était pas notre faute. On est parti. Premier round. Donc, c'est nous qui commençons. Nous avons 10 en force et ils ont moins que nous. On sacrifie le chat. Je tire au sort. Un d'entre vous va mourir ce soir. Je vous laisse au profond. Mélianor, je garderai ton chien. Je garderai ta chienne. Je suis désolée, c'est pas là. Voilà, on va te sacrifier pour le chat. Pour survivre ce soir. Premier round, on touche le profond. Ça nous fait peur. Mais on y arrive. On l'a déjà tué un être qui ressemblait à ça. Donc on n'est pas vraiment surpris. On en a déjà vu un. Beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, avec des tentacules. Donc, on n'est pas trop surpris. Mais le deuxième essaye de nous attaquer. Et comme on est préoccupé par le premier, il arrive à nous toucher. Mais on continue. On veut le tuer. On essaye de toucher à nouveau le premier, mais l'attaque du deuxième nous a un petit peu amoché au niveau de l'épaule et on a du mal à attaquer avec notre épée. Et donc, on se fait toucher par le premier. Et comme le deuxième n'a pas envie de nous lâcher, on a
on essaye de parer. Donc on a échoué notre attaque, mais on essaye de parer. Et heureusement, on y arrive. On est enragé. On essaye de toucher, mais notre épaule, elle n'est pas avec nous là. Vraiment, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et on se fait toucher par le premier profond. Le deuxième va venir. On va essayer de parer. Et malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, on commence à être bien blessé. Malgré notre hache, ces deux profonds nous font quand même assez mal. On y croit. Oui, mademoiselle Aïtis. Aïe! Et puis en plus, j'avoue que notre hache, elle n'est pas avec nous. Hein. On fait que des jets horribles. Ce qui fait qu'on a très mal. On a très mal. On voit notre santé décliner à vue d'œil. Le premier profond nous touche à nouveau parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. On essaye de parer le deuxième, qu'on arrive à parer. Heureusement. Et c'est une bataille acharnée. On essaye de retoucher le premier. Et on arrive à lui enlever un de ses bras. On lui coupe le bras. On y va. On essaye de parer le deuxième. Et on arrive. On reprend du poil de la bête. On est encouragé par le chat, alors on y va. On re-attaque le premier. Qu'on va toucher. Qui titube. Il a le bras coupé, le sang qui s'écoule. Il est vraiment très mal en point. On part le deuxième. Et on arrive à parer le deuxième. Et on va achever le premier. On va du coup le couper en deux. Et on va pouvoir s'occuper du deuxième. On est engardi. On a le baume au cœur. On y croit. Cette blessure nous fait mal à l'épaule, mais on va y arriver. Le deuxième essaye de nous attaquer. Mais là, on peut riposter comme il faut. Et on arrive à le blesser. Maintenant, c'est entre lui et nous. On y va. On y croit. On enchaîne les coups de hache. Et on le blesse. On redonne un coup de hache. Mais malheureusement, on dérape un peu. Et on croit qu'on va aller vite, qu'on va le louper. Mais en fait, au dernier moment, on arrive à recentrer notre hache pour pouvoir le toucher. Il est mal en point. Est-ce que ce jet va être décisif? Est-ce qu'on va vaincre? Est-ce qu'on va y arriver?
Malheureusement, notre coup de hache est très faible. Et il a la rage, vous savez, la rage de quelqu'un qui va bientôt mourir. Il arrive à nous blesser. On est essoufflé. On a moins de force. Mais même si on a moins de force, on donne un grand cri, on court vers lui. Et comment on va l'achever? C'est à vous dans le chat de choisir le mouvement qu'on va faire pour l'achever, parce qu'on a réussi à l'achever. Et oui, ce soir au camp, on mangera des sushis. On chope le trident du copain et on le transperce. On l'empale sur le trident, mais vous êtes en harmonie dans le chat. Transmission de pensée, vous êtes bon, vous êtes bon. Le chat, je vous aime. Transmission de pensée, alors du coup, on court, on prend, on récupère le trident, on arrive et on empale le deuxième profond dessus. Et on tombe à genoux, parce que comme ça nous a quand même fait vivre des émotions difficiles, des émotions fortes, et on est en tempête émotionnelle. J'avais envie de le dire, j'avais envie de le sortir. Voilà. Mais on a vaincu. Bon, il nous reste 6 points. 6 points d'endurance. Je vous dis ça comme ça. J'espère qu'on... J'espère qu'on va pas tomber direct sur quelque chose. Vaincu, oui. Après ce combat acharné, les deux êtres gisent sur le rivage, se vidant de l'ichor grisâtre qui leur fait office de sang. C'est une substance extrêmement visqueuse, franchement répugnante. Les créatures ne possèdent rien qui puisse vous servir, si ce n'est le trident rouillé que vous pouvez utiliser comme une arme ou comme barre de fer, et quelques colliers et bracelets, des bijoux en or pur. Bah dis donc, j'espère qu'on va survivre, hein, parce qu'on a gagné un vrai trésor. Hein. Au revoir, mademoiselle Haïtis. Merci d'être passée en tout cas. Reviens quand tu veux. Il y a mon planning. Oui, dimanche midi, on fait un JDR en live avec mes joueurs. Donc tu peux revenir à ce moment-là. Enfin, pas à midi, à 14h. Donc on peut utiliser ce trident en barre de fer. C'est la barre de fer. Tu peux tout faire avec la barre de fer. Aujourd'hui, la pub pour la barre de fer. Un outil très spécifique qui vous permet de faire plein de choses. Vous pouvez ouvrir les portes avec la barre de fer, vous pouvez vous entraîner à l'haltérophilie avec la barre de fer, vous pouvez faire énormément de choses avec la barre de fer. Aujourd'hui, en promotion chez Bricorama, Bricoracho, Bricotouclou, plutôt. Bye bye, mademoiselle Haïtis. Brico-Riley, oui, c'est ça. Sans vous en rendre compte, vous avez été contraint d'entrer dans l'eau et le froid commence vraiment à vous envahir. D'un autre côté, vous voyez désormais plus nettement le récif et la tache sombre. C'est un 3-mâts naufragé. Oh, dis donc, on est face à un 3-mâts. On peut essayer de nager vers l'épave ou regagner le rivage et continuer de longer la côte.
C'est ça, Mélianor. Il nous reste 6 points de vie quand même. Est-ce que on va vers le 3 mâts? Est-ce qu'il y aura... Ah, Mélianor, tu penses qu'il y a peut-être quelque chose pour se soigner dedans? Ah. Ah. Est-ce qu'on y va? Alors, je vous montre l'image parce qu'elle est juste magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Elle est très très belle. Donc voilà ce qu'on a devant soi. Allons au récif. Vous entrez dans l'eau, elle est glaciale. Sans cesser de penser que d'autres créatures rôdent peut-être autour de vous, vous commencez à nager vers le récif. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, vous distinguez de plus en plus clairement les contours d'un navire. C'est un 3 mâts de bois noir qui semble profondément encastré dans les mâchoires acérées de l'atoll. Si ce n'était pas impossible, vous diriez que ce vaisseau devait sillonner les mers entre 1700 et 1800. Mais dans ce cas, il devrait être désintégré. Alors que vous reprenez votre souffle, vous remarquez une énorme silhouette sombre qui glisse juste en dessous de vous. Souhaitez-vous nager vers le navire ou regagner le rivage au plus vite? Ah ah! On regagne le rivage? Eh bien, moi, je vous dis qu'on le sera au prochain épisode. Allez, c'était cool! C'était cool, c'était cool, c'était cool! Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la session? Moi, j'ai bien aimé. Donc, on se revoit jeudi prochain pour la suite, 18h. Tous les jeudis à 18h, on fait Advanced Choose Toulouse, donc qui est survivre à Riley. Là, on a eu beaucoup de combats à cette session, c'est vrai, Mélianor. On a eu moins d'histoires, du coup, par rapport à l'autre session. On avait un peu plus de lore sur ce qui s'était passé sur cette île, sur des anciens rescapés qui sont morts, donc le père Juarez. On a eu plus de combats, mais on a eu plein de choses. Et je trouve que c'est quand même assez agréable d'avoir des récompenses. Parce que, honnêtement, on a eu des combats, mais on a eu quand même beaucoup d'objets, que ce soit de l'or ou des armes. Donc c'est plutôt gratifiant. Ça pousse quand même à l'aventure et à avoir envie de explorer cette épave et de pas cette île, et de pas se sentir complètement impuissant face à cette île qu'on ne connaît pas, que notre personnage ne connaît pas, et que du coup avoir envie que d'une chose, c'est rester au campement et d'attendre mourir, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire la prochaine fois et de voir un petit peu ce que on choisit, puisqu'on va reprendre sur ce choix et sur cet épisode. Donc est-ce qu'on va continuer à aller vers le récif et vers le 3 mâts, ou est-ce qu'on retourne sur la plage et donc rentrer se reposer. Ce qui est fort probable, on pourrait rentrer se reposer et revenir au récif plus tard. Voilà. Et Lauré, j'espère que tu vas bien. Tu arrives sur la fin. Voilà. Du coup, je vous rappelle que ce dimanche, à 14h, on a un JDR en live. On part en Écosse avec mes joueurs. Et donc, c'est de l'horreur. Donc, sur le système de chronique oubliée contemporain. Et la semaine prochaine,
ça sera toujours le mardi à 18h, 20h, on fait Aria, Sombre Ressac, qui est le deuxième tome de la trilogie de Fibre Tigre sur l'univers d'Aria, donc un livre dont on est le héros. Le jeudi, on fait Choose Toulouse, comme aujourd'hui, donc on fait la suite, 18h, 20h. J'ai oublié, désolé les potos, je vous ai oublié, mais demain soir, on se voit en live pour les pot-au-feu. Et donc vendredi prochain, pareil, je serai en live pour les pot-au-feu, pour parler jeux de rôle et sur des thèmes divers et variés. Je vous mettrai le thème demain. Et par contre, la semaine prochaine, il n'y aura pas JDR le dimanche, puisque maintenant c'est un dimanche sur 2, parce qu'il me faut du temps pour créer les scénarios, du temps pour moi aussi. Hein, je vous aime bien, mais voilà. Donc, voilà pour le programme. J'espère que vous avez apprécié et que ça s'est plutôt bien passé. J'ai hâte de savoir comment ça va se finir quand même, cette histoire, parce que là, on est en train d'explorer une île. Mais est-ce qu'on peut partir de l'île? Ce qui paraît improbable, vu que c'est du Cthulhu. Ça paraît quand même improbable. Normalement, on devrait mourir dans d'atroces souffrances ou devenir complètement fou. Mais est-ce qu'ils ont prévu quand même quelque chose qui fait qu'on a une semblant de victoire, entre guillemets, même si on devient fou? Voilà, je me pose vraiment la question. Donc, suite tous les jeudis, de 18h à 20h. Du coup, comment tu vas, Auré, sur cette fin de live, quand même? Est-ce que ces 2 jours se sont bien passés? Est-ce que ta semaine se passe bien? Voilà. Et sinon, j'ai reçu pour Noël Horreur à Arkham, qui est un autre système de dés. Un autre système de façon de jouer qu'un dé 20 et qui est assez cool, qu'on a testé au Nouvel An. Et c'était vraiment sympathique. Je pense qu'il va me falloir du temps pour le masteriser en live, j'avoue, parce que je ne le maîtrise pas encore. Mais j'ai hâte de vous le partager en live. Auré, tu es encore au travail? Bah écoute, bon courage alors. Vraiment, bon courage. J'espère qu'on se verra demain soir. Donc, si vous voulez parler jeu de rôle, venez demain soir sur le live. Il y aura plein de monde sympathique. Lisa d'Imagine ton aventure, puisque c'est elle qui a l'initiative des pot-au-feu. Il y aura peut-être Julien de devenir maître du jeu. Peut-être Urasil, je ne sais pas encore. L'équipe n'est pas encore définie, mais ça va être cool. Donc venez nous voir demain 21h. Ça sera sur ma chaîne, mais après vous pouvez aller sur les chaînes de qui vous voulez, de la bande des pot-au-feu. C'est de toute façon avec plaisir qu'on se retrouve sur le chat, puisqu'on a un chat commun, donc ça c'est cool. Donc je vais vous laisser, parce que il se fait faim, je vous le dis. On a faim. Et que on a un Uber Eats qui arrive. Oui, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très très vite. Et je vous dis que vos jets soient bons. Et surtout, que le sort vous soit favorable.